Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Julien Damon. La raison étant la parution récente de ce livre qui s'appelle Exclusion vers zéro SDF à la documentation française. Donc bienvenue Julien Damon. Malgré votre jeune âge, ah oui, c'est vrai. votre curriculum vitae est tellement riche que je renoncerai à tout raconter. On va essayer d'en extraire juste quelques points. Vous êtes diplômé de l'ESCP, mais apparemment le management n'a pas su vous séduire. Et vous avez, après obliqué vers la sociologie, vous avez fait une thèse de sociologie. Vous avez exercé dans plein d'endroits différents, mais il y a quand même un axe directeur autour des personnes défavorisées, des démunis, qui vous accompagne un peu depuis toujours, que ce soit à la SNCF, dans des cabinets ministériels, au centre d'analyse stratégique. Peut-être que vous nous expliquerez au fil de vos propos pourquoi ces sujets tiennent de la place dans votre vie. Vous avez écrit d'innombrables articles, livres, mais là aussi, dans vos livres, on retrouve un important fil directeur autour des publics défavorisés et des SDF. Pour ceux qui seront certainement séduits par Julien, je vous signale qu'il a un site très bien fait où on trouve toutes ses publications, activités, et qui s'appelle Éclair. Alors je ne sais pas pourquoi Éclair, mais en tout cas on s'en souvient, c'est Éclair au chocolat. Hein. Dans tout ça, vous trouvez aussi le temps de lire les autres, ce dont vous voyez peut-être la trace dans les Échos, notamment dans les pages livres des Échos, où Julien s'exprime souvent. Je voudrais signaler deux autres choses. C'est votre intérêt pour l'urbanisme, puisque vous enseignez à Sciences Po à propos de cet univers-là. Or, l'urbanisme n'est évidemment pas sans rapport avec le sujet dont on va parler ce matin. Et dans vos innombrables titres et distinctions, je voudrais en retenir un seul. C'est le prix de la réflexion impertinente que vous avez eu en 2011. Alors, ça ne précise pas si c'est pour l'ensemble de votre œuvre ou pour une impertinence particulière. Si, mais c'était pour le droit de vote à 16 ans. D'accord. C'est un autre élément de débat, ça. Hein. D'accord. Et donc, je vous engage vivement à ne rien retirer de votre impertinence naturelle. Ce matin, le Club des Vigilants est un endroit d'expression extrêmement libre, qui est prêt à tout entendre. Et je ne suis pas sûr que être un peu impertinent ne soit pas la meilleure manière, finalement, de faire avancer le sujet dont vous allez nous parler. Peut-on avoir comme objectif zéro SDF, sujet évidemment qui a pris une dimension particulière depuis que les SDF ne sont plus nos bons vieux clochards, mais des migrants. On en a encore la preuve à Calais hier. Vous nous en parlerez peut-être, puisque je crois que c'est un sujet que vous connaissez. Et puis après, évidemment, on passe aux questions. Merci de l'invitation. Ça, c'est la formule diplomatique. Et j'avais compris que je devais vous parler de ce sujet des SDF et à partir du petit opus que j'ai fait sur l'objectif zéro SDF. Alors, pour évoquer ça en une vingtaine de minutes et lancer des pistes de questions, débats, polémiques, controverses, vigilance sur ce thème, je vous propose de vous parler des SDF et des politiques de prise en charge des SDF, ce qui fait un plan en deux parties, et en conclusion, d'aborder le contenu de politiques qui pourraient atteindre l'objectif zéro SDF.
Je ne vous demande pas si ça vous va parce que vous n'avez pas le choix. C'est ce que j'ai un peu préparé là. En introduction, le sujet des sans-abri, on a tous une expérience du dossier. C'est-à-dire qu'en arrivant ici ou en repartant tout à l'heure, nous croiserons des gens dans ces situations. Historiquement, nos opinions ont pu évoluer sur ces dossiers. On peut d'ailleurs être soi-même investi dans des actions associatives de prise en charge, d'aide, d'appui, simplement de contact avec les personnes dans ces situations. Dans ces situations, il y a parfois de l'extraordinaire, au sens où vous avez des gens dans des situations, pardon pour les termes, apocalyptiques, en plein hiver, pieds nus, déambulant, traînant et refusant la prise en charge. Mais ce n'est pas ce sujet extraordinaire qui me semble le plus intéressant. Ça l'est humainement dans la relation qu'on peut avoir avec ces personnes. Ce qui est intéressant dans la question des sans-abri, c'est que les sans-abri sont un condensé de l'ensemble des problèmes sociaux. Des difficultés familiales que les gens ont pu connaître, parfois extrêmement tôt d'ailleurs, des difficultés pour accéder ou demeurer dans un logement, des difficultés sur le marché du travail. Donc c'est intéressant, cette question des SDF, parce que c'est l'extrême des difficultés sociales que les gens peuvent connaître. C'est également intéressant, cette question des sans-abri, parce que, on y viendra, de plus en plus de politiques publiques se sont ajoutées pour chercher à aider les personnes dans ces situations. Et ces politiques publiques, c'est également une forme de condensé des difficultés des politiques publiques. Il s'agisse de la règle d'urbanisme, des politiques de logement, des politiques de sécurité et de prise en charge des incivilités, des politiques sociales. Les difficultés des politiques de prise en charge des SDF, c'est le condensé des difficultés de l'action publique contemporaine. Qui est responsable de la prise en charge des SDF? Est-ce que c'est l'arrondissement, la ville, la métropole, le département, la région, l'État, l'Europe? Quels sont les financements? Ces questions qui se posent sur n'importe quel type d'intervention publique se présentent de façon très condensée sur les cas les plus difficiles, ceux des sans-abri. Je trouve que c'est ça qui est extrêmement intéressant dans cette affaire. Du côté de l'extraordinaire, certes, mais surtout un condensé de difficultés que l'on doit chercher à traiter. Alors, cette petite introduction prononcée, 2 mots. Le premier, ce sera de qui parle-t-on? De qui et de quel type de problème parle-t-on? Et le deuxième mot, ce sera sur les politiques publiques. Que fait-on? Et que peut-on dire de ce que l'on fait? Ce que l'on peut dire, c'est qu'au regard de ce qui se passe chaque jour dans le métro parisien, si vous n'êtes pas parisien, ça s'observe aussi en banlieue parisienne, et si vous n'êtes pas que parisien, dans d'autres grandes métropoles françaises, on est confronté également à des difficultés extrêmement visibles. Donc l'action publique est, je trouvais cette formule l'autre jour qu'on me glissait sur la question des bidonvilles, l'action publique est largement perfectible. Voilà, ça c'est une bonne formule pour dire qu'on peut l'améliorer. Mais c'est une formule diplomatique qui ne consiste pas à jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein. J'insisterai sur le fait qu'il y a beaucoup de moyens aujourd'hui pour tenter de résoudre cette question, mais que de fait, cette question semble toujours présente, voire plus préoccupante. Premier mot, de qui et de quoi parle-t-on? Une manière de l'aborder, c'est à partir de l'histoire, pas pour faire la chronique du dossier, mais pour repérer dans l'histoire 5 points, enfin, je vais organiser mon propos, 5 points qui, à mon sens, caractérisent le dossier. Le premier de ces points, c'est qu'historiquement, on a toujours eu du mal à dénommer, délimiter cette population. Alors, il y a des bagarres de vocabulaire, il y a des bagarres juridiques aussi, pour savoir de quoi on parle. C'est très précis dans l'histoire de ces dossiers, hein, mais dès Jean II le Bon, on va trouver des ordonnances royales qui proscrivent et même condamnent très fermement le vagabondage. Le vagabondage et la mendicité vont être institués en délit dès le début du XIXe siècle. Certains considèrent même que l'empereur aurait de sa main rédigé des articles du Code pénal sur la mendicité et le vagabondage. Et donc vous aviez une approche des errants qui était une approche pénale avec une délimitation, certes floue, de populations indigentes, en difficulté, mais avec un vocabulaire
d'une richesse assez étonnante. Hein. On a pu parler des caïmans, des oiseux, des vagabonds et des mendiants, je l'ai évoqué. Il y a même le terme de cheminot, mais qui ne correspond pas à celui de la SNCF, hein, c'est EAUX et pas OTS, qui sont des errants. Et encore aujourd'hui, il y a une forme d'incertitude sur ce dont on parle. Mon bon Jean-Claude, dans son introduction, évoquait le cas des migrants de Calais. Alors, on pourrait en discuter longuement, hein, et chacun ses positions en la matière. De mon point de vue, les migrants de Calais, les migrants, c'est un terme qui inclut des situations très différentes, ce sont des sans-abri. Hein, ce sont aussi des SDF, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de logement fixe. Elle peut être plus ou moins appréciée positivement, différemment, ne serait-ce qu'en termes de situation de la régularité de leur séjour sur le territoire par rapport à une personne qui vit ici depuis très longtemps. Mais je pense que ces situations, on les trouve de SDF dans des configurations très, très différentes. Et aujourd'hui, vous avez des termes qui sont globalement synonymes, sans-abri, sans-logis, etc., pour désigner un panel de problèmes sociaux très large. Alors pourquoi SDF me semble le meilleur terme? C'est pas que j'ai raison, hein, je pense que c'est le meilleur de mon point de vue, c'est parce qu'il est globalement devenu synonyme des autres. Ce sont 3 lettres qui sont utilisées sur les registres de police depuis la fin du 19e siècle et qui ont progressivement été, surtout dans les années, à partir des années 80-90, employées comme synonyme de sans-abri, victime d'une catastrophe naturelle, de sans-logis, qui est l'expression qu'utilise l'abbé Pierre en 1954, de clochard, terme que Jean-Claude a évoqué et qui désignait une sorte de figure sympathique, barbue, un peu alcoolo et philosophe du paysage folklorique, enfin du paysage touristique, oui, un peu barbu. Ouais. Je vois Marc de Basquiat qui me regarde. Merci. Nous avons dans la salle, vous le savez, la solution à tous les problèmes qui est le revenu universel. On pourra en discuter vis-à-vis des SDF, mais comme il se fiche de moi parce que je suis barbu et qu'il me traite de clochard, je le montre du doigt et je le stigmatise. Mais bon. Bon, un point très important, hein, c'est que le clochard, tout le monde s'en foutait. Voilà, je vais le dire avec des mots pas forcément très corrects. Et ça n'appelait aucune politique publique et dépenses publiques. Aujourd'hui, les sans-abri, enfin les SDF, dans la diversité de leur situation, appellent une intervention publique très forte. Mais du point de vue d'une caractérisation juridique, qui est toujours quelque chose d'important, SDF, ça ne veut pas dire grand-chose. Sans-abri non plus, sans logis non plus. Dans le droit social, vous avez des choses importantes qui sont les questions de domicile de secours. Un domicile de secours, qu'est-ce que c'est? C'est la collectivité territoriale qui est responsable de la dépense sociale à votre endroit. Mais pour le reste, ce sont des termes assez différents qui ont un chapeau commun, je trouve, plutôt qui se trouvent sous le chapeau commun de SDF. Alors, deuxième point, si on a du mal à nommer les personnes, se pose un deuxième problème, c'est qu'on a du mal à les compter. Hein. Et quand on veut faire une action, il est bon de savoir sur quel volume de problèmes, de population on se trouve. Du mal à les compter. Alors, par exemple, Voltaire énonçait 400 000 vagabonds dans le royaume. Ouais. On ne sait pas trop d'où venait le chiffre. Aujourd'hui, vous avez des chiffres qui se sont précisés tout de même, et je vous en parlerai un tout petit peu, mais vous avez encore des bagarres sur le nombre de sans-abri. Pour ne prendre que l'actualité, parce que souvent on a ça à l'esprit, le gouvernement, récemment, considérait que l'objectif 0 SDF étant dans une certaine mesure entré dans les faits, puisque M. Macron l'a évoqué en juillet dernier, et donc je crois que c'est M. Denormandie qui expliquait qu'il n'y avait que 50 enfants à la rue en Île-de-France, c'était cette semaine, quand le secteur associatif expliquait que c'est pas vrai, il y en avait plusieurs centaines. Plus globalement, vous avez toujours des chiffres qui oscillent entre quelques milliers de personnes et quelques centaines de milliers de personnes qui seraient sous le terme SDF, sans domicile, etc. On a toujours eu du mal, évidemment, à quantifier ce qui n'est pas précisément nommé, mais on a fait beaucoup d'efforts. L'INSEE, d'ailleurs, a trouvé un autre terme, sans domicile, qui désigne 2 choses. 1, les gens qui sont complètement à la rue, et, de surcroît, les gens qui sont dans les centres d'hébergement dont ils ont besoin, car sinon ils seraient à la rue. Donc, sans domicile, ça veut dire à la rue ou dans les centres d'hébergement. L'INSEE a fait 2 enquêtes nationales, une au début des années 2000, une au début des années 2010, pour... L'objectif n'était pas le recensement, mais plutôt la caractérisation des situations, mettre au jour un chiffre qui a été retenu de autour de 90 000 personnes à l'échelle nationale
et par national, il faut entendre hexagonal, au début des années 2000, et 150 000 au début des années 2010. Mais le point important n'est pas celui-là, d'ailleurs. Le point important n'est pas de savoir combien de personnes avaient à tel moment, ou combien de personnes pourraient être dites sans-abri par de la statistique publique. Le sujet, c'est combien de personnes sont sans-abri aujourd'hui. Et les dispositifs de prise en charge, à quoi sont-ils confrontés? Et du fait de la crise migratoire, de ce qu'on baptise crise migratoire, vous avez, par l'arrivée de vagues de migrants, qu'ils soient demandeurs d'asile, déboutés du droit d'asile, n'ayant jamais demandé l'asile, des gens qui se trouvent dans l'espace public, sur la voie publique, sur des terrains privés ou publics, qui comptent parmi les sans-domicile, mais qu'on ne recense pas forcément. Bon, donc on a du mal à dénommer, on a du mal à compter, même si on fait des progrès. La troisième chose qui me semble historiquement caractériser ce dossier, c'est que, sempiternellement, on distingue au sein de la population des pauvres les bons et les mauvais pauvres. Et c'est vrai aussi pour les sans-abri. Hein. Et encore une fois, chacun ici, moi le premier, on a des expériences et des idées sur la question, et ce n'est pas forcément des vérités, mais on distingue dans la population des sans-domicile des gens qu'on croise, des gens que l'on va estimer plus méritants, moins méritants, des bons pauvres, on n'aura pas ces expressions à l'esprit, mais on va dire « Ah bah celui-ci, il faut vraiment faire quelque chose, celui-là, au contraire, c'est de sa faute ». Ici, peut-être dans cette salle, certains vont considérer qu'il est légitime d'intervenir fortement auprès des personnes âgées à la rue, parce qu'elles sont plus en difficulté peut-être que les autres, ne serait-ce que pour retrouver un boulot. D'autres vont dire, mais pas du tout, ce qu'il faut faire, c'est s'occuper d'abord des jeunes, les autres l'auraient choisi, etc. Donc il y a quand même une distinction entre ceux qui relèvent d'une légitime prise en charge et ceux qui relèvent plutôt soit d'une forme d'abandon, soit d'une coercition plus grande. Alors, par exemple, aujourd'hui se posent des questions très concrètes de savoir comment on prend en charge les populations roms, les populations migrantes, à l'intérieur des populations sans domicile, celles qui donc sont françaises, ressortissantes européennes, parce que nationaux d'un des États membres de l'Union européenne, et les ressortissants extra-européens, avec des tensions très fortes, même dans le monde associatif, quant à savoir si on peut, oui ou non, faire des tris dans la population. La quatrième chose qui retentit d'ailleurs sur cette distinction entre bons et mauvais pauvres, c'est que les politiques publiques en direction des sans-abri oscillent sempiternellement entre, pour prendre le titre d'un bel ouvrage, la potence et la pitié, le social et le pénal. Dans nos esprits même, je ferai des rapides sondages ici, je pense que nombre d'entre nous, je me mets à l'intérieur, considérons que certaines parties de la population à la rue ou dans les centres appellent davantage d'investissement pour être mieux traités, d'autres appellent un peu plus de dureté pour mieux se comporter. Mais plus généralement, il y a cette distinction entre les politiques sociales d'un côté et les politiques pénales de l'autre. Pour en donner une idée, vous avez à la fois des budgets publics pour financer des centres d'hébergement et vous avez des budgets publics pour démanteler des regroupements, des campements de personnes à la rue. Historiquement, et ça qui est très important, on a basculé d'une logique qui était d'abord pénale, d'abord de criminalisation de ces situations et de renvoi vers les hôpitaux généraux, les dépôts de mendicité, à aujourd'hui des investissements très conséquents dans la prise en charge sociale des personnes sans abri. Il n'empêche que chacun d'entre nous, on a cette expérience et on la fera tout à l'heure. Quand je dis tout à l'heure, c'est pas tous ensemble. Quand on prendra le métro ou même dans notre voiture avec chauffeur, pour certains d'entre nous dans la salle, il y aura des gens qui vont nous solliciter. Qu'allons-nous faire ? Ils vont nous dire « Ah, monsieur ou madame, est-ce que vous n'avez pas 1 euro ou 2 ?» Ou on croisera quelqu'un avec une boîte de camembert avec marqué « Je suis sans abri, etc. etc. » Alors, je suis comme vous face à cela. Je ne sais pas ce qu'est la bonne réponse. La seule chose, c'est qu'à certains, peut-être certains d'entre nous donneront, à d'autres nous ne donnerons pas. Nous sommes sollicités en permanence là-dessus, nous sommes obligés, pas de répondre, mais d'avoir une attitude, et donc des tactiques, des stratégies face à ces dossiers. Certaines situations peuvent nous exaspérer. Le monsieur et ses copains défoncés au crack sur le quai de métro du matin attirent moins la sympathie
que la jeune femme effondrée qui se cache dans un coin de la rue. Bon. Et pourtant, il relève bien dans ces deux situations, en termes de logement et de problèmes sociaux, au-delà des questions sanitaires, des questions d'addiction, des questions de problèmes mentaux peut-être, il relève de la grande catégorie des SDF. La cinquième chose, je trouve, qui caractérise historiquement le dossier, c'est le sujet qui fait un lien vers la question des politiques publiques, c'est qui est responsable et quelles sont les collectivités territoriales qui sont responsables. Pour faire une petite fresque historique qui est assez intéressante, qui amène à la question des migrants d'ailleurs, de mon petit point de vue, c'est que autrefois, très autrefois si j'ose dire, les paroisses étaient confrontées à cette question des indigents. Elles étaient confrontées à des indigents locaux dont il fallait bien savoir que faire. Est-ce qu'on allait intervenir pour des femmes avec enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, voire des personnes d'âge actif en situation physique leur permettant en théorie de travailler, pour compenser leurs insuffisances de revenus et le fait qu'elles n'avaient pas de logement. Le problème d'une paroisse, si elle fait ça, parmi ces problèmes, quand j'ai une paroisse, c'est pour dire une collectivité locale en langue ancienne, une paroisse, elle ne sait pas ce que vont faire les autres paroisses. Le sujet, c'est que si une paroisse se met à accueillir, au-delà de ses propres personnes en difficulté, elle est confrontée à un dilemme assez classique, c'est qu'elle va se demander si les autres paroisses ne vont pas lui envoyer ses pauvres. D'où la nécessité, sur ces dossiers, quand il a fallu, de façon assez coercitive, s'intéresser à ces dossiers, quand on a voulu condamner d'abord le vagabondage et la mendicité, pour cela faire des équipements de prise en charge des vagabonds et des mendiants, la nécessité de coordonner aux échelles régionales ce que faisaient les paroisses. Et puis par la suite, à l'échelle nationale, au XIXe siècle, un peu partout en Europe, avoir des dispositions nationales obligeant les collectivités territoriales à coopérer, surtout dans une approche pénale. Alors, je vais décrire un peu ça concrètement. Lorsque, au début du XIXe siècle, ou mieux, on peut le faire même au XVIIe siècle, c'est pas marrant, et puis comme on parle de Michel Foucault dans les Échos, ça marche, là, il y a les grands travaux de Michel Foucault portent sur le grand renfermement des pauvres au milieu du XVIIe siècle, et en effet, Louis XIV crée l'hôpital général à Paris, à la Salpêtrière, pour enfermer les pauvres, les vagabonds et les mendiants. Un de ses premiers problèmes, avec une expression qui n'est pas celle du roi, mais une expression de doctrine à l'époque, c'est que les aumônes de Paris attirent les pauvres des provinces. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il demande quelques années plus tard à ce qu'il y ait un hôpital général dans chacun des territoires, on va dire ça ainsi. Napoléon Ier a eu le même problème, c'est-à-dire qu'il a créé un dépôt de mendicité qui est toujours présent d'ailleurs, mais qui est devenu un hôpital, ou qui a intégré un hôpital, qui est à Nanterre, et assez rapidement, les aumônes de Paris attirant les pauvres des provinces, il est obligé de demander à ce qu'il y ait des dépôts de mendicité partout sur le territoire, c'est-à-dire dans chacun des départements. On a donc une approche locale, puis régionale, puis nationale, et aujourd'hui, avec l'approfondissement de l'ouverture des frontières, dans un espace Schengen ouvert, on a un problème européen de gestion de flux de population qui, avec des moyens de communication et de déplacement qui n'ont plus rien à voir avec mes sujets napoléoniens ou de Louis XIV, font que, de Bruxelles à Lille, de Paris à Bucarest, ou plutôt de Bucarest à Paris, de Londres à Madrid, vous avez des déplacements de populations pauvres, indigentes, qui viennent, si elles en ont la possibilité, dans l'espace public pour, de manière visible, pouvoir demander une prise en charge du secteur associatif ou à des pouvoirs publics, et se pose un problème désormais de coopération européenne. Que l'on soit favorable ou non au renforcement de ces coopérations ou à la fermeture des frontières, c'est un sujet majeur qui est aujourd'hui baptisé crise migratoire, migrants, etc. J'ai une position personnelle là-dessus d'observation, c'est de considérer que sur Calais, parce que ça fait l'actualité depuis pas mal de temps, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, vous aviez un centre d'hébergement géré par la Croix-Rouge à Calais qui s'appelait le centre d'hébergement de Sandgate. C'était le plus gros centre d'hébergement pour sans domicile. Le sujet des migrants, sur lequel chacun ses idées en la matière aujourd'hui, est un sujet de coopération
intra-européenne, avec ces débats très importants qu'il y a pu y avoir sur des quotas, les bagarres, à savoir si on est plus ou moins généreux, etc. etc. Mais pèse aujourd'hui sur la question des sans-domicile ce sujet de la coopération européenne. Donc, je veux dire que ça s'est étendu, ce dossier, et avec naturellement des États, des pays qui n'ont pas du tout la même vision, qui ne sont pas confrontés de la même façon au dossier, qui n'ont pas du tout les mêmes réponses et qui ne se donnent pas du tout les mêmes obligations. Alors ça m'amène à ma deuxième partie, si vous voulez, sur ce qui se fait en matière de prise en charge des sans-abri. Ce qui se fait en matière de prise en charge des sans-abri, puisque certains d'entre vous sont investis dans le secteur associatif, la prise en charge sociale des sans-abri était historiquement d'abord une affaire d'œuvre. Les pouvoirs publics, à l'échelle nationale, ne faisaient rien pour la prise en charge sociale des sans-abri avant, disons, les années 50, et si on veut être encore plus provocateur, si on regarde les budgets, avant même le début des années 1980. Les sans-abri pouvaient être aidés localement, discrétionnairement, par une collectivité locale qui disait bah oui, non, j'accepte que telle ou telle association puisse accueillir tel ou tel type de public avec très très peu de fonds publics. Ce qui se passe, c'est que depuis le milieu des années 80, en France, vous avez, parce que, si vous voulez, on pourra revenir sur ces sujets, vous avez eu un accord idéologique gauche-droite pour dire qu'il était légitime de lutter contre ce qui était à l'époque baptisé nouvelle pauvreté. Vous avez eu des investissements conséquents qui ont été faits en matière de prise en charge des cas les plus difficiles, c'est-à-dire des plus pauvres, visiblement les plus pauvres, les gens à la rue. Quand, historiquement, le pouvoir public à l'échelle nationale luttait pour enfermer quelques vagabonds, aujourd'hui, les pouvoirs publics cherchent à préserver la dignité des personnes en les faisant accéder, autant que faire se peut, à un logement, à un emploi, à une prise en charge, les faisant sortir de la rue sans chercher à les enfermer. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'entre deux, il y a eu ce sujet du clochard, là, qui me faisait remarquer que j'étais mal rasé. Et c'est vrai que le clochard, dans les années 50-60, même un peu auparavant, alors incarné par Jean Gabin ou par autres, était vu comme une personnalité qui aurait choisi sa situation. S'il avait choisi sa situation, on lui en incombait en partie la responsabilité, et donc il n'y avait pas de dépenses publiques légitimes. Ce n'est pas une victime de la crise du marché du logement ou de la crise du marché de l'emploi. C'était, on l'imaginait ainsi, plutôt quelqu'un qui aurait pris à un moment la décision de se retrouver à vivre sous les ponts de Paris et à boire quelques litres de vin rouge par jour. Ce qui d'ailleurs, soit dit en passant, est assez nourrissant et il n'est pas nécessaire de manger autre chose, hein. Vous buvez, c'est un conseil, ça vous intéresse, si vous voulez tenter, hein. Vous buvez 5-6 litres de vin rouge par jour. Alors, il y a des marques préférées qui ne sont pas des grands crus, hein, vous avez assez de calories. Alors, il y a un autre truc aussi pour savoir ce que pensent les sans-abri qui sont complètement à la rue toute la journée. Si vous voulez en faire l'expérience, alors je ne l'ai jamais faite d'ailleurs, mais je trouve qu'on la comprend vite, c'est qu'il suffit de ne pas enlever ses chaussures pendant 3 jours. Ça, c'est ce que c'est aussi que la réalité de gens qui restent complètement à la rue. Puis vous pouvez tenter d'aller plus loin et de ne pas le faire pendant 7-8 jours. Bon, si je raconte ça, c'est d'abord pour souligner le fait que la prise en charge était d'abord pénale par l'État et il y avait quelques œuvres qui faisaient bien ce qu'elles voulaient, des œuvres anciennes. Depuis les années 80, vous avez une prise en charge qui est d'abord sociale. Les délits de vagabondage et de mendicité ont été ôtés du code pénal. Alors ils étaient tombés en désuétude, hein, mais ils sont sortis du code pénal en 1994, c'est tout, hein. Alors ils étaient peu employés, mais encore dans les années 50, même comme quand l'abbé Pierre pouvait faire son insurrection de la bonté, vous aviez chaque année encore plusieurs milliers de personnes qui étaient en prison au titre des délits de vagabondage et de mendicité. Aujourd'hui, pour avoir une idée, dans quelques chiffres, ça vous intéresse, de l'offre de prise en charge des gens qui sont à la rue ou qui sinon seraient à la rue, le préfet de la région Île-de-France a plusieurs fois communiqué, là, cet hiver, pour dire que chaque nuit, vous avez en Île-de-France 100 000 personnes qui sont hébergées ou logées par l'intermédiaire d'associations financées par les pouvoirs publics à ce titre, et qui sinon n'auraient pas de toit sur la tête. 100 000 personnes en Île-de-France. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait 1% de la population d'Île-de-France. À l'échelle de l'Union européenne,
Encore une fois, on pourrait parler longuement des chiffres. Vous avez une fédération associative qui fait son lobbying, très bien d'ailleurs à Bruxelles, qui estime qu'il y a 500 000 places d'hébergement. C'est-à-dire que vous avez une place pour 1000 habitants dans l'Union européenne. Si je souligne cela, vous pouvez dire qu'il y a 1% des gens en Île-de-France qui sont des quasi sans domicile. Et puis vous avez une sorte de réponse agrégée dans l'Union européenne, dans laquelle la France prend une part massive, qui est d'une personne sur 1000 qui pourrait disposer d'une place en centre d'hébergement. Autre chose, sur ces sujets, au tout début des années 1980, vous aviez une ligne budgétaire nationale pour soutenir les œuvres de secours, qui étaient baptisées de la sorte. Et sur cette ligne budgétaire, en 1983, vous aviez 60 000 francs. Sur ce qui est devenu cette ligne budgétaire, aujourd'hui, vous avez à la louche 3 milliards d'euros. Bon. C'est pour dire que ça a considérablement augmenté et que ça augmente chaque année. Et pourquoi pas? Je n'ai pas à dire si c'est suffisant ou pas. Le monde associatif investit sur ce dossier et, devenant l'opérateur principal des politiques publiques sur ce dossier, estime que les moyens ne sont pas forcément suffisants. Certains ont fréquenté ici les couloirs du ministère de l'économie. Dans les couloirs de la direction du budget, c'est un des budgets qui est regardé avec les yeux les plus écarquillés, car c'est un de ceux qui augmente le plus. Ayant dit ça, qu'est-ce que ceci concrètement finance tout de même? C'est les différents services d'accueil, de jour par exemple, pour pouvoir voir les gens à la rue déposer leurs affaires, discuter, prendre un café, déjeuner, dîner, tout ce que vous voudrez. Les différents centres d'hébergement qui sont sur une grande palette, qui va de centres d'hébergement d'urgence dans lesquels vous ne pouvez rester qu'une nuit, à des logements très particuliers ou au moins sur le plan de leur gestion et de leur situation juridique très particulier, pour permettre aux gens de rester 1 ou 2 ans, avec des familles qui sont, pour certaines d'entre elles, depuis plusieurs années dans ces hébergements. Et puis avec des services particuliers aussi, comme des SAMU sociaux qui existent à Paris, mais dans chacun des départements aussi, pour aller au-devant des gens et leur proposer d'être pris en charge dans un centre d'hébergement. C'est d'ailleurs une note de bas de page là-dessus. En 93, donc ça fait exactement 25 ans, c'était à l'hiver, c'était en fin d'année, c'est Jacques Chirac, maire de Paris, qui crée le SAMU social à Paris. Et en 1995, Madame Veil, ministre des Affaires sociales, demande à ce qu'il y ait un SAMU social créé dans chacun des départements. Donc dans une certaine mesure, Jacques Chirac a eu exactement le même problème, toute proportion historique et politique gardée, et la même réponse que Napoléon et Louis XIV. C'est-à-dire que Paris est une ville très particulière sur la question des sans-abri, confrontée plus massivement qu'ailleurs au dossier, mais également innovant beaucoup. Je vous ai raconté tout ça, j'arrive à la seule chose qui vous intéresse, c'est 0 SDF alors. C'est ma conclusion, mais elle sera un peu longue, sans tenter de vous embêter. C'est est-ce que c'est un bon objectif? Et deuxième chose, si on veut l'incarner, quel peut être le contenu de politique pour l'incarner? Je ne suis pas là pour vous amener une vérité, pas pour vous amener des points de discussion, ce sont parfois des points de controverse assez durs sur ces affaires. Alors, 0 SDF, c'est un objectif qui a été énoncé pour la première fois. Est-ce que vous vous rappelez par qui? On va faire un peu de participatif là. Monsieur Jospin, en effet, Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle, dans le cadre de la préparation de son programme présidentiel, de son programme pour l'élection présidentielle, énonce un objectif. Il dit, moi je souhaite qu'il y ait, il le dit pas exactement ainsi, mais explicitement les deux termes étaient là, 0 SDF. Ça lui avait été soufflé par Laurent Fabius, qui lui-même avait piqué l'idée, qui avait été énoncée et mise en œuvre concrètement comme objectif de politique publique par Tony Blair au Royaume-Uni en 97-98. Mais bon, on est en 2002. Le Premier ministre dit moi, si je suis président de la République, il y aura 0 SDF. Il y a eu une bronca à cette période, en particulier du secteur associatif financé par les pouvoirs publics, pour dire qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que cet objectif scandaleux, n'importe quoi, c'est démagogique, on n'y arrivera jamais. Bon. Un autre candidat à l'élection présidentielle, mais lui, il a gagné, donc c'est Nicolas Sarkozy, lui, lorsqu'il est candidat, évoque le fait que d'ici 2 ans, il n'y aura plus de sans-abri grâce à son action déterminée, courageuse, etc. Bon. Le président de la République actuel, M. Macron, c'est un scoop aujourd'hui, en juillet dernier, face à la question des migrants, et pas face à la question des sans-abri parisiens, mais
dans son propos, ça emporte tous les gens qui se trouvent à la rue, a déclaré d'ici la fin de l'hiver, d'ici fin décembre, je souhaite à ce qu'il n'y ait plus personne qui dorme dehors, dans les rues, dans les bois, et je ne sais trop quoi. Donc, il y a eu plusieurs fois cet affichage, et depuis lors, il n'y a plus de bagarre quant à savoir si oui ou non l'objectif est légitime. La Fondation Abbé Pierre fait ces temps-ci sa communication, non plus sur l'expression zéro SDF qui a été un brin polémique, mais sur l'objectif SDF de point objectif zéro. Vous voyez, bon, tout le monde est à peu près d'accord. Et le point d'affaire, c'est que je pense, là c'est un point personnel, que c'est un très bon objectif de politique publique. C'est un objectif extrêmement consistant. C'est certes peut-être même trop ambitieux, c'est très ambitieux, peut-être trop ambitieux, mais c'est un objectif qui appelle à réformer l'action publique en la matière. Par action publique, j'entends pas seulement l'action de l'État, c'est l'action aujourd'hui avec ces opérateurs particuliers que sont les associations imbriquées dans ces politiques publiques. C'est un objectif de résultat. Si on a cet objectif de résultat, il faut se donner le moyen, d'une part, de voir chaque année si oui ou non on progresse, et d'autre part, si les différentes dépenses et les différentes actions que l'on soutient sont efficaces. C'est en cela que c'est extrêmement intéressant que d'avoir ce type d'objectif. Alors, un point très surprenant peut-être, je ne sais pas si ça vous surprendra, mais c'est que les grandes villes françaises sont dans l'Union européenne ou dans les comparaisons OCDE qui existent en la matière très singulières par, d'un côté, l'importance du dossier sur l'agenda public, dans les rues, dans les dépenses publiques, mais également par l'incapacité à se mettre d'accord sur des chiffres à peu près cohérents, sur lesquels il y a accord entre au moins le monde associatif et les pouvoirs publics et les responsables politiques, du nombre de personnes concernées. Si vous allez à Madrid, à Londres, à Copenhague, ils ont un appareil statistique dont les statisticiens patentés peuvent discuter, c'est d'ailleurs extrêmement intéressant, mais chaque année, ils sont capables de produire des chiffres sur les évolutions des populations que l'on va baptiser sans domicile pour garder le terme INSEE. Nous, en France, on ne peut même pas le faire. Il y a des efforts que les pouvoirs publics cherchent à faire pour mieux connaître les situations qui sont de deux ordres. Il y a les gens complètement à la rue, mais c'est très compliqué de compter les gens complètement à la rue, et les gens dans les centres d'hébergement, et c'est assez compliqué de compter les gens dans les centres d'hébergement. Si c'est compliqué de compter les gens dans la rue, c'est parce que, pour faire une remarque globale, vous savez qu'il est difficile de trouver une aiguille dans une meule de foin. Vous avez des gens qui se planquent, et qu'il est difficile de compter. Mais est-ce que vous savez qu'il est plus difficile de trouver une aiguille dans une meule de foin? Non? Oui? Oui, il y a une chose plus difficile que de trouver une aiguille dans une meule de foin, c'est quand vous avez trouvé l'aiguille, de démontrer qu'il n'y a plus d'aiguille dans une meule de foin. Eh oui, mais quand vous faites le tour de tout un quartier pour dire, voilà, j'ai compté 423 personnes sans abri, on pourra toujours vous dire, mais vous avez loupé tel ou tel squat, loupé tel ou tel coin, vous n'êtes pas allé dans le Souquet TGV de la gare de Lyon pour compter les 3 personnes qui y dormaient, etc. Donc c'est compliqué à compter. Mais ce n'est pas parce que c'est compliqué que c'est impossible. Voilà. La deuxième chose, pour compter les gens dans les centres d'hébergement, ça pourrait sembler simple, notamment parce qu'il y a des fonds publics pour cela, mais le monde associatif qui a ses vertus a également ses défauts, et il y a eu d'ailleurs de belles polémiques dont vous avez pu entendre parler, je pense, en décembre sur ces affaires, est assez réticent à la gestion de données pour les pouvoirs publics sur ce dossier. Ceci dit, ceci prononcé, on peut progresser, et en effet la ville de Paris aspire à organiser un comptage précis dans tout Paris du nombre de personnes complètement à la rue, et parallèlement serait opéré le recensement des personnes qui sont dans les centres d'hébergement. Donc, un tel objectif oblige. Un tel objectif oblige et n'est pas grossier, au sens où la France, dans bien des contextes, s'est engagée sur des objectifs encore plus ambitieux. La France, avec toute la communauté internationale, s'est engagée à ce que l'on éradique la pauvreté extrême à l'horizon 2030. Ce sont les célèbres objectifs du développement durable de l'ONU. La France, là, expérimente avec une association, une de celles qui est à la manœuvre sur ces dossiers, ATD Quart Monde, des territoires zéro chômeur, des territoires zéro chômeur de longue durée, pour être précis. Bon. Donc ces objectifs d'éradication des problèmes sont des objectifs que l'on peut trouver au Parlement quand Hugo annonçait qu'il n'était pas là pour gérer la misère, mais pour y mettre fin. Donc il y a de la belle rhétorique là-dessus. Ce sont des objectifs de politique publique très substantiels, des objectifs de résultats plutôt que des objectifs de moyens. Alors après, et là ce sera mes derniers petits mots, comment les atteindre? Quelle proposition? Mais là, donc c'est vraiment pour débattre, c'est
c'est pas la doctrine, mais c'est des idées qui me sont personnelles pour améliorer la prise en charge des sans-abri. C'est peut-être aussi ça qui vous intéresse. Je pense que la France, un pays qui est encore sur ce dossier, et d'ailleurs très particulièrement sur ce dossier, très jacobin. Et donc, je serais très partisan à ce que l'on décentralise la prise en charge des sans-abri. Par décentraliser, c'est conférer. Alors après, il y a la bagarre de l'échelle, hein, aux métropoles, aux intercos, enfin ça on peut se bagarrer selon les territoires, mais à ce que ce soit, au fond, des élus locaux qui aient la responsabilité et les moyens de traiter ce dossier dans ses différentes composantes, hein, des familles françaises à la rue, à la question de la prise en charge en urgence de migrants. Après se posent des questions nationales de gestion du droit de séjour, mais pour la prise en charge au moins en urgence de ces situations, que ceci soit de la responsabilité des élus locaux. Ce dont naturellement les élus locaux ne veulent pas. Ils ont raison d'ailleurs, on peut les enfin, en tout cas ils sont rationnels. Parce qu'aujourd'hui le sujet c'est qui doit prendre en charge les sans-abri. L'État dit oui j'ai des moyens mais c'est les élus locaux qui bloquent, et les élus locaux partout disent non, allez voir l'État, c'est lui qui a les moyens. Donc je pense que c'est une politique qu'il faut décentraliser. Il faut la décentraliser, et une raison à cela, c'est parce que là où ailleurs on semble avoir de meilleurs résultats, c'est là où ce sont les collectivités territoriales qui ont la main sur le dossier. Par exemple, dans quel pays? Oh bah, je ne vais pas vous parler des pays, je vais vous parler de New York à Copenhague à Londres, en passant par Madrid. Je dis ça parce que là j'étais à Londres lundi, mardi, la semaine dernière à Madrid. Madrid, c'est assez étonnant, hein. Il n'y a pas un rond national sur ce dossier, et à Madrid, vous avez quelques centaines de personnes recensées, efficacement recensées comme sans-abri dans les rues, 3-4 000 personnes dans des centres d'hébergement. Bon, autour, il y a un gigantesque bidonville historique de plusieurs milliers de personnes, mais vous prenez le métro madrilène, vous parlez aux autorités madrilènes, ça n'est pas du tout un problème aussi intense que le nôtre. À Londres, même s'ils ont un retour d'ailleurs très visible des personnes qui dorment à la rue, bon, ils savent vraiment, pas à l'unité près, ils ont des chiffres un peu grotesques parce qu'on donne ça à l'unité, mais en ordre de grandeur, tout le monde est d'accord sur ce qui se passe et sur les évolutions, mais c'est bien la ville de Londres, et même plus précisément les boroughs, donc les arrondissements qui sont à la manœuvre là-dessus. Alors on peut en discuter, moi je pense qu'il faut la décentraliser. S'il faut décentraliser, et tout à l'heure j'évoquais le fait que ça s'était pleinement européanisé, je pense aussi qu'il faut que ce soit une politique qui s'européanise. En clair, sans que ce soit une conviction libérale pure, moins d'État. Cette affaire. Moins d'État, davantage d'élus locaux, de collectivités territoriales avec des moyens, et davantage d'actions européennes sur ce dossier. La France est très singulière. La France est persuadée qu'elle fait très mal, et pas assez en matière de prise en charge des sans-abri, et c'est probablement le pays qui en réalité fait le plus. Ceci ayant trait, je trouve, aussi aux opinions et convictions. Si vous regardez, il y avait eu des sondages Eurobaromètre là-dessus sur ce que pensent les gens des sans-abri. Les sondages Eurobaromètre sont des sondages européens dans les différents pays. Vous avez des opinions très clivantes entre différents pays, mais montrant une position très singulière de la France. C'est en France qu'on trouve la population qui, le plus, estime qu'être sans-abri, c'est d'abord une question de marché du logement et de marché de l'emploi, et c'est tout dernièrement une question de défaillance individuelle. Dans d'autres pays, de la Pologne au Royaume-Uni, c'est distribué tout à fait autrement. Et on va passer aux questions, parce que je suis très bavard, mais bon, on m'a amené sur un sujet comme ça. La phrase est très simple. En France, les gens pensent d'abord que la question des sans-abri est un problème collectif de marché du logement et de marché de l'emploi. Et on est au dernier rang européen, en revanche, pour la part de la population qui pense que les sans-abri, c'est une question de défaillance individuelle. Et donc, défaillance individuelle, problème d'addiction, problème de choix personnel, etc. Donc on a une vision très différente des autres pays européens. Mais il y a une vision très différente, on a aussi une situation très différente qui, moi, me pousse à dire qu'il faut que la France fasse du bon lobbying, et du lobbying très concret, pour dire par exemple que la prise en charge des sans-abri intra-européens qui sont en France devrait peser sur le budget des autres pays européen. Enfin, pour terminer là-dessus, un objectif zéro SDF, c'est certes avoir de l'offre sociale qui correspond à l'ensemble des problèmes, c'est aussi un sujet de gestion de l'espace public. Et la France est, je cite le mot que l'on m'a cité à Madrid, là récemment, elle est extrêmement permissive. Et là, on peut commencer la bagarre générale, si vous voulez. Je trouve qu'on abandonne les gens à la rue. On met beaucoup de moyens, mais
Il y a un truc qui se passe dans Paris chaque soir depuis 20 ans, c'est que vous avez plein de machins, une brigade spécialisée de la préfecture de police, un SAMU social, des équipes de maraude. Vous y participez pour certains d'entre vous, elles sont mieux coordonnées désormais. Et surtout quand il fait froid, il y a un monsieur ou une dame qui dorment dehors, on va les réveiller 3-4 fois dans la nuit en disant « Ah, ça va bien, hein, vous voulez un café ?» Foutez-moi la paix, voilà, ça se passe de la sorte. Mais le foutez-moi la paix, c'est le refus de la prise en charge. Et vous avez ainsi des gens que je trouve on abandonne, on laisse en danger et on laisse également mettre en danger parfois. Et je crois que sans revenir au délit de vagabondage et de mendicité, très loin de là, il faut empêcher toute personne de dormir dehors. Quand je dis ça, généralement dans le monde associatif, ça met l'ambiance, hein, mais si on veut vraiment atteindre l'objectif zéro sans-abri, sans seulement s'attaquer à la visibilité du problème, il faut ici prendre en compte ces défaillances de gestion de l'espace public où on laisse des situations absolument indignes et il faut un tout petit peu plus de coercition. Je suis Valérie Daher, la directrice de Break Poverty Foundation, une fondation qui lutte contre l'extrême pauvreté. Je voulais vous poser une question relative aux migrants, puisque lorsqu'on parle aux associations humanitaires aujourd'hui, notamment celles qui interviennent dans la rue, finalement, elles ont toutes constaté un pic au niveau des migrants en situation de précarité, notamment dans les années 2015, au moment du pic de migration. Mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Et finalement, le lien migrant-SDF est assez contesté dans le milieu associatif. Qu'est-ce que vous constatez, vous, aujourd'hui, sur le terrain ou auprès des associations que vous avez rencontrées ? Alors, il est contesté, en tout cas, c'est de faire la liaison et d'en parler qui est contesté. Le SAMU social de Paris a deux activités, aller au-devant des gens et deuxième chose, de gérer de façon très coûteuse, d'ailleurs, il en convient parfaitement, les hôtels dans lesquels sont hébergés une partie des personnes qui sinon seraient à la rue. Dans 90% des cas, ces personnes, surtout des familles, donc c'est souvent des femmes avec des enfants, sont des sans-papiers. L'augmentation dans les chiffres INSEE que vous évoquiez tout à l'heure, là on passe de 90 000 à 150 000, c'est expliqué à 90% par de l'immigration. Le sujet des sans-abri, le sujet du vagabondage, on comprend que c'est un sujet de mouvement, ça a toujours été une question migratoire. La plupart des associations, dans leurs activités aujourd'hui de prise en charge des personnes démunies, prenons une autre source, alors le Secours catholique qui voit 800 000 situations de pauvreté par an, voit un quart de personnes qui sont de nationalité étrangère aujourd'hui, quand c'était 10% auparavant. Et là, ce n'est pas que les sans-papiers. Donc, bon, ils peuvent, certaines associations, dire que oui, il y a eu un pic en 2015, mais ça continue. Et c'est simplement pour dire que c'est un sujet européen et international. La prise en charge des sans-abri, c'est devenu de plus en plus la prise en charge des sans-papiers. Bon, on peut le déplorer, hurler, etc. La position associative veut dire qu'il faut régulariser. Une autre position, celle qui était celle du gouvernement en décembre dernier, avec une circulaire qui a fait beaucoup de débats pour ceux qui sont impliqués, ils voient de quoi il en retourne, pour d'autres non, alors j'en dis un petit mot très rapidement. La circulaire, c'était de demander aux préfectures d'aller dans tous les centres d'hébergement financés sur fonds publics pour aller voir qui était sans papier et qui ne l'était pas. Les associations ont dit non, on ne veut pas. On ne veut pas surtout, il y a mille raisons, même éthiques chez elles pour l'avancer et pourquoi pas. C'est parce qu'aujourd'hui, le sujet est d'abord un sujet de personnes en situation trouble au titre du droit de séjour. Donc la réponse à votre question, c'est les associations sont sympas parfois pour dire ouais, c'est pas vrai, mais c'est quand même massivement cela. Benoît Redrer, là j'interviens en tant que membre de la paroisse Saint-Leu qui est à l'origine de l'association Aux Captifs la Libération. Le père Patrick Giros. Le père Patrick Giros. Bon, mais là, moi je suis pas un spécialiste de cette question. J'interviens juste en une remarque que je fais à travers mon activité d'accueil dans cette paroisse. Il faut, comme dit monsieur, interdire probablement aux gens de dormir dehors. Mais ça, il faut le faire très vite quand les gens y sont. Parce que quand ils y sont depuis longtemps, on n'arrive plus à les récupérer. Vous leur offrez un appartement, ils reviennent à la rue. Et ce sont des gens que nous accompagnons. Enfin, il y a certains de clochards, ou je ne sais pas comment il faut les appeler, qui sont des espèces qui sont des amis, mais aussi des parasites de la paroisse, que nous accompagnons depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Et qui meurent d'ailleurs. Il y a à Saint-Leu une chapelle des morts dans la rue. Donc c'est une situation, on ne fait pas de très très vieux os en général. Alors ce sont des gens qui sont SDF, mais qui sont aussi très gravement affectés par des pathologies
psychosocial. Autrement dit, la question de la récupération ou du bonheur de ces gens n'est pas seulement un problème de logement. C'est un problème que la rue, ça démolit et ça tue. Plusieurs remarques. Un, l'association Emmaüs avait trouvé une bonne formule, et elles savent communiquer, les associations désormais du type 3 semaines à la rue, 3 ans pour s'en sortir. Alors, et en effet, l'action la plus immédiate semble nécessaire. Vous avez des programmes britanniques d'ailleurs qui me semblent intéressants, c'est not a second night out. Donc qu'on ne vous laisse pas dormir une seconde nuit dehors. Après, quand vous avez passé, vous évoquez ces cas, plusieurs mois, voire plusieurs années à la rue, ça peut nous sembler extrêmement étrange. Et en effet, pour quelqu'un qui a passé plusieurs années complètement à la rue, qui a aménagé son petit espace privé dans l'espace public, se retrouver entre 4 murs est insupportable. Si, je fais cette hypothèse, mais vous allez la suivre, je pense, ce soir, l'un d'entre nous se retrouve sans abri, à la rue, son premier souhait, ce sera le plus vite possible de retrouver 4 murs et un toit. Pour quelqu'un qui est à la rue, se retrouver du jour au lendemain comme ça, dans un appartement, c'est un peu le problème symétrique. La rue est devenue leur écosystème. Oui. Enfin, on peut dire, oui, je suis d'accord. Après se pose la question des pathologies mentales, il y a plein de bagarres sur les chiffres, etc. Il y a un gros sujet d'œufs et de poules, donc a priori, qu'on ne peut pas résoudre quant à savoir si on arrive à la rue parce qu'on a ces difficultés ou si la rue les fait naître ou les accentue. Je mets l'œuf et la poule de côté. Le gros sujet, de mon point de vue, est celui de l'hospitalisation d'office. Alors quand je dis ça, c'est que, d'abord c'est compliqué, c'est juridiquement pas la même chose à Paris et ailleurs, il faut des avis médicaux, etc. Mais au regard de ceux que l'on baptise parfois les grands exclus ou les grands clochards complètement défoncés, que l'on laisse traîner un peu dans leur écosystème, pour prendre le terme, à mon avis, adéquat que vous utilisez, une des solutions, si véritablement il y a ces troubles psychiatriques prononcés, qui peuvent être... j'en ai vu, moi, des gens qui me disaient « je suis Jésus-Christ », etc., complètement allumés dans des permanences de médecins du monde. J'ai eu plusieurs fois Jésus-Christ, maintenant il doit y en avoir d'autres, mais bon, ils sont parfois dans des états tout à fait étonnants. Eh bien, je ne vois pas pourquoi on n'emploie pas, ce qui est un peu de la manière forte de prise en charge, pour héberger, pardon pour l'expression, de force ceux pour lesquels ça me semble nécessaire, pour les deux raisons qui font de l'hospitalisation d'office. C'est la mise en danger d'eux-mêmes et la mise en danger d'autrui. La mise en danger d'autrui, c'est que totalement défoncés, ils peuvent vous tomber dessus, ça, à la rigueur, ils sont dans des étapes parfois telles que vous ne risquez rien s'ils cherchent à vous taper dessus, mais ils peuvent vous pousser. Ils peuvent, dans le métro, enfin je vais pas là faire le gros méchant qui dit attention. Si, tout de même, sans être le gros méchant, il y a deux sujets. C'est qu'un, eux sont en danger, on ne fait pas de vieux os dans la rue, vous l'avez bien dit, et deux, sur plein de sujets, c'est extrêmement problématique que d'avoir des gens si abîmés partout. Je le fais, alors c'est encore pire que de faire le méchant, en termes même d'image des sites. Laisser les gens dans cet état, c'est grave pour eux, je trouve. C'est grave aussi pour les villes qui laissent les gens dans ces états. Est-ce qu'on ne se heurte pas à ce moment-là à un problème de capacité d'accueil du système psychiatrique et de qualité d'accueil du système psychiatrique ? Alors, bon, sur la qualité, alors ça, il y a une entrée. Alors, première chose, tout ce qu'on a développé pour l'accueil social, l'hébergement, vise ces situations. Et dans les hébergements, on trouve des situations de difficultés moins prononcées, qui, dans bien des cas, pourraient être des gens qui occuperaient un logement tout à fait normal, en bon père de famille, comme on le disait auparavant dans le droit. Donc, ce que l'on développe en termes d'accueil vise ces personnes. Mais comme elles le refusent, et comme on se refuse à un brin, disons, de coercition pour intervenir, eh bien, on continue à créer plein de places avec eux en cible, et pourtant ils n'en bénéficient pas. La question que vous posez est autre, c'est en matière d'évolution des politiques publiques de lutte contre de prise en charge de la maladie mentale. Il y a d'abord ce gros sujet de la désinstitutionnalisation des hôpitaux psychiatriques qui fait penser, ou plutôt penser dire qu'une partie des gens à la rue aux États-Unis, en France, sont des gens qui auparavant étaient dans les hôpitaux psychiatriques et que l'on a fait sortir, ce qui est en soi discutable. En tout cas, par rapport à la question plus précise, c'est, a-t-on aujourd'hui les moyens d'accueil? À Sainte-Anne, vous avez un truc qui s'appelle le CPOA, c'est le centre, je ne sais pas trop quoi, de la préfecture de police pour cela, qui prend en compte les sujets extrêmes. Mais je pense que ces sujets extrêmes, c'est quelqu'un qui, d'un certain âge ou non, chez lui, va devenir dangereux pour lui-même ou pour le reste de sa famille. Et on ne prend pas
en charge les gens qui ne sont pas chez eux, en train d'être des grands exubérants, on va le prendre comme cela à la rue. Alors, ça n'a rien d'aisé que de dire ces choses-là, et c'est toujours facile autour d'un café de dire « Allez, je te décentralise ça, je te l'européanise, et en plus, je mets en œuvre l'hospitalisation d'office. » Mais je crois que c'est les pistes les plus importantes, plutôt que de dire « J'en mets des sous dans la machine pour faire encore des centres d'hébergement. » On entend régulièrement des personnes qui sont à la rue refuser catégoriquement d'être accueillis dans des centres d'hébergement nationaux ou qui appartiennent à des associations. Quel est le comportement, je dirais, des autorités et je dirais des associations dans ces cas-là? Parce que beaucoup de personnes à la rue déclarent qu'aller dans un abri, c'est encore plus dangereux que d'être à la rue. Alors, c'est un de mes sujets favoris. D'abord, il y a de bonnes raisons, comme disent les bons sociologues, à ce que des personnes à la rue refusent la prise en charge. Par bonne raison, ce n'est pas forcément celle que vous évoquez. Par bonne raison, c'est que de leur point de vue, il est absolument rationnel de refuser cela. Pourquoi? Première raison, c'est que ces personnes ont pu connaître des expériences traumatisantes dans des centres d'hébergement. Deuxième raison, qui vient contrecarrer celle-là, c'est une raison de mauvaise information. Elles ne savent pas que les centres d'hébergement ne sont absolument plus de cet ordre pour la très grande majorité d'entre eux. Ça n'existe plus, les grandes salles d'asile du 19e siècle que l'on trouvait encore au début des années 90, où vous étiez 400 sur 3 étages avec 10 personnes pour garder et vous vous faisiez pipi les uns sur les autres, et entre autres affinités, parce que c'était des lits dortoirs. Ça n'existe plus, sauf en cas extrême. Donc des gens qui ont pu avoir ces expériences traumatisantes il y a très longtemps ont pu en être traumatisés, mais les centres d'hébergement, ça n'est plus la même chose, où vous pouviez risquer le vol, la violence, etc., etc. Donc première chose, vous avez ces expériences. Deuxième chose, la mauvaise information. Troisième chose, chacun sa vie, dans une certaine mesure. Vous pouvez avoir des gens qui n'aiment pas cette promiscuité. Et moi, par exemple, service militaire, j'ai apprécié, mais la caserne, c'était pas mon truc préféré, quoi. Des gens qui préfèrent vivre autrement. Par vivre autrement, on peut après regarder si oui, non, c'est acceptable, mais on préfère vivre dans une tente ou à plusieurs dans des tentes, dans le bois de Vincennes. Quand je dis on préfère, c'est dans un univers de contraintes qui est le nôtre. Mais ça n'est pas du problème de folie ou de refus d'une formidable prise en charge d'un côté, tout comme ce ne sont pas des problèmes rationnels de non-acceptation d'une prise en charge qui serait inhumaine. Les centres d'hébergement parisiens, allez les comparer rapidos avec les centres d'hébergement de Bucarest, on va arriver jusqu'ici, de Prague. Prague, il y a une péniche avec 200 places et 2 personnes pour garder la péniche chaque nuit. 2 personnes pour garder 200 personnes, les 200 personnes étant dans des situations que vous pouvez imaginer relativement difficiles et complexes. Donc je pense qu'il y a de bonnes raisons pour refuser. Le gros sujet, c'est quelles sont les raisons pour les pouvoirs publics et les associations de ne pas être plus directifs. Et là, je pense que c'est une forme de permissivité et de tolérance sympathique à la française, mais qui fait que on ne devrait pas accepter que des gens refusent des prises en charge alors qu'elles sont dignes. Alors après, le monde associatif va dire oui, mais non, il reste encore des trucs qui sont indignes, il n'y a pas assez de place. Peut-être, mais calibrons alors vraiment les réponses en fonction de ces questions chiffrées. Les dépenses sont telles qu'on doit pouvoir faire mieux avec les moyens dont on dispose et ne pas accepter que des gens puissent refuser ces prises en charge. Ils peuvent les refuser et être ailleurs, je suis libéral pour ça, mais après, si refuser, c'est pouvoir rester là en face de l'école militaire, là sur la bouche d'aération, qui est une bouche de chauffage, qui fait que les gens se toastent parfois, tellement bourrés qu'on s'endort dessus et on sort avec des brûlures. Ça arrive moins qu'auparavant, mais c'était un grand truc des années 90. Ça, c'est intolérable. On n'a pas à laisser faire cela. Enfin bon, c'est mon analyse de ce dossier. Bonjour, Gilles Denoyel. Moi, je touche un tout petit peu le sujet à travers le dispositif hiver solidaire de la paroisse voisine qui consiste à accueillir quelques sans-abri pendant l'hiver. Au passage, d'ailleurs, on voit que les histoires individuelles sont extrêmement différentes de l'un à l'autre. Il y a aussi bien des jeunes migrants que des personnes moins jeunes, pas migrantes du tout, et qui ont eu la série des avatars personnels, chômage, divorce, maladie. Les jeunes migrants, d'ailleurs, donnent l'impression d'avoir beaucoup plus de chances de s'en sortir que les moins jeunes, pas migrants. Bon. Ma question principale est, en vous écoutant sur l'exposé très très intéressant, notamment les 5 préambules,
sur ce que vous dites des politiques, je vais résumer de façon caricaturale et simpliste. En gros, vous nous dites la France dépense beaucoup plus que tous les autres et deuxièmement, obtient, semble-t-il, des résultats beaucoup moins bons que plein d'autres pays ou villes. J'aurais été assez intéressé que vous nous disiez un tout petit peu plus quand même ce que d'autres font mieux pour moins cher et qui pourrait servir de guide un peu utile sur ce qu'on pourrait faire, à part juste la décentralisation. Merci. Oh, je veux bien vous en dire un tout petit mot. Puisque nous sommes dans le 7e arrondissement avec des vigilants qui ont des carrières certainement internationales, vous avez déjà pris l'avion, le train, le métro dans l'Union européenne. Et je pense, je fais cette hypothèse, que vous n'avez jamais vu ailleurs qu'à Paris, en tout cas dans ces volumes, sur les quais de métro, à la sortie des métros, tant de gens en difficulté, et tant de gens visiblement en difficulté, par exemple, qui font la Manche. Et aujourd'hui, pour un des sujets qui est un de mes sujets favoris, de jeunes enfants accompagnant des adultes qui font la Manche. Ça n'existe pas ailleurs en Europe. Alors certains, dans des villes tout à fait dignes, vont très loin dans la coercition. Par exemple, la ville de Copenhague vient de réintroduire le délit de mendicité. Alors, quand je dis la ville, je ne sais pas ce qu'il en est exactement, les hiérarchies des normes là-bas, mais vous mendiez, paf, c'est la case prison. Je suis très défavorable à cela. Personnellement, après, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Donc je peux dire que certains sont très efficaces parce qu'ils repoussent ailleurs. Ils repoussent ailleurs, et dans un espace Schengen ouvert, on arrive là où on est les plus accueillants. Une anecdote, parce que c'est plus vivant, moi j'ai un souvenir puissant d'une conversation avec le responsable de la sécurité de la gare de Varsovie. Imaginez bien, gare de Varsovie, responsable de la sécurité, il n'a pas fait ni le SCP, ni un doctorat de sociologie, c'était plutôt un monsieur, je ne sais pas, bon, il était très sympathique, enfin bon, avec une sale tête quand même. Et je lui dis, alors, les sans-abri dans la gare, comment vous faites? Il fait, oh là là, jusqu'en 90, il n'y avait aucun problème. Il dit, ouais, je comprends, paradis socialiste, etc. Et puis après, il me dit, entre 90 et 2000, c'était incroyable, il y en avait partout, on ne savait pas quoi faire, on était dépassés. Ah, je dis, bon, d'accord. Puis il me dit, après, on a fait une stratégie avec la ville. Je dis, ah bah ouais, j'étais content parce que j'étais payé par la Commission européenne pour trouver des stratégies. Donc il avait dit le mot stratégie, donc j'allais noter. Je dis, qu'est-ce que vous faites? Il me dit, ce sont nos ennemis, on les fout dehors. Alors, ouais, mais c'est assez marrant, attendez, c'est pas ça de suite. C'est que moi, je dis, bah oui, je comprends. Mais je lui dis, mais alors ils sont où? Il me dit, je sais pas, puis je m'en fous. Enfin, il n'avait pas dit comme ça. Ouais, mais non, mais attendez, mais le truc, c'est quand même, je lui dis, mais je peux vous dire où ils sont, en partie. Ils sont sur le pont d'Austerlitz parce que moi, j'allais boire du rosé avec eux. Voilà, enfin, pour parler, une technique, c'est de fumer et de boire. C'est ça aussi l'intérêt des sans-abri. Parfois, je dis ça en clignant de l'œil pour savoir comment on peut discuter. Mais vous aviez pas mal de Polonais qui étaient dans les rues de Paris. Je ne dis pas que systématiquement, c'est cela. Le sujet important, c'est que d'autres font mieux au regard simplement peut-être de la visibilité du dossier parce qu'ils sont très, très coercitifs. Après, si on prend le sujet sur le volet social, bah, vous avez un pays qui est mis en avant ce temps-ci en temps formidable, qui est la Finlande, puisqu'on vous dit que les sans-abri là-bas ne passent pas par toutes les cases d'hébergement, mais se voient conférer un logement. C'est un peu ce qui se passe aussi au Royaume-Uni, où vous avez des textes très précis qui délimitent ce que sont les sans-abri statutaires, qui sont immédiatement prioritaires en matière de logements sociaux. Ce qui n'est pas le cas en France. Est-ce que c'est oui ou non une bonne politique? Je vais vous le mettre de côté. En tout cas, c'est une des explications pour lesquelles les sans-abri sont mieux pris en charge à Londres, avec ce sujet extrêmement sensible au premier point. C'est que vous êtes bien pris en charge comme sans-abri à Londres si vous êtes un UK citizen. Là, il y a même des discussions qui sont allées jusqu'aux plus hautes juridictions britanniques, parce que si vous êtes un rough sleeper, c'est-à-dire quelqu'un qui dort dehors à Londres, et que vous n'êtes pas britannique, on vous renvoie chez vous, que vous soyez roumain, afghan ou français. Hein. Ce qui n'est pas du tout la position. Donc là où ça marche mieux, il y a quand même davantage de coercition. Voilà. Est-ce qu'on doit aller jusqu'aux extrêmes que je pouvais évoquer là? J'en doute. Mais en tout cas, et je termine, sur le sujet qui moi me semble phénoménal d'accumulation des hypocrisies de la mendicité avec des enfants, la France a deux pans de politique publique, c'est la protection de l'enfance, qui est une obligation, et même pour nous, de signalement des enfants en danger, avec des sommes très importantes pour accompagner les parents en difficulté, le cas échéant, les séparer des enfants maltraités, ça c'est le pan protection de l'enfance, et de l'autre, un droit pénal qui a, depuis 1994, lorsque les délits ont été ôtés, la vagabondage et de mendicité, introduit l'incitation à la mendicité, l'exploitation de la mendicité, qui sont très durement punis. Mais c'est presque jamais mis en œuvre. Et je pense que
sur ces sujets de visibilité de la pauvreté ou des sans-abri, on laisse beaucoup faire. Et on laisse beaucoup faire des choses ignobles. Et je termine totalement en disant que dans certains cas, vous avez des parents avec des enfants dans des situations ignobles, dramatiques, etc. Dans d'autres, vous avez de l'exploitation et de la traite des êtres humains. C'est pas à moi de décider, il n'y a personne ici, c'est le cas échéant au juge des enfants. Mais ça ne va même pas jusqu'au juge des enfants et on laisse traîner dans les rues. Oui, bonjour, Pascal Carl. Là, je parle au nom des Restos du Cœur. Je suis bénévole. L'objectif zéro SDF est un bon objectif, parce qu'on a tous les jours des gens qui sont à la rue, des familles ou qui sont dans les voitures, etc. Mais nous, notre préoccupation sont aussi les hôtels sociaux, parce qu'en fait, on les loge, c'est bien, mais on les change sans arrêt d'hôtels sociaux. Donc, en fait, on ne peut rien faire au niveau accompagnement. Les enfants, s'ils sont scolarisés, sont déscolarisés parce que les parents déménagent. Donc, quelles pourraient être les préconisations ou les leviers d'action pour agir une fois qu'on les a pris en charge? Parce que si c'est zéro SDF, mais que ce sont dans des conditions où les gens sont logés mais mal, nous allons revenir à la case départ. Alors, vous posez une question générale, c'est vrai que zéro SDF, ça peut dériver de façon même totalitaire, même liberticide, va simplement s'intéresser à la visibilité du problème. On loge, on l'héberge, foutez-moi la paix, il n'y en a plus, donc il n'y a pas de problème public. Ok, et ça c'est un sujet important. La deuxième chose concrète que vous évoquez, c'est le cas de personnes logées dans des hôtels. Loger dans des hôtels, ça coûte une blinde. Bon, admettons que ça coûte 30 € par personne par nuit. Non, 30 € par personne par nuit. Vous évoquez le cas de famille, on fait une famille de 3 personnes. On va faire des maths compliquées, il y a des diplômés de l'ENSAE, mais vous multipliez 3 par 30, ça fait 90, que vous multipliez par 30 pour avoir un mois, et vous apercevez que vous dépassez allègrement des ressources type SMIC. Donc sur les hôtels sociaux, il y a même des plans de résorption c'est très présent en Ile-de-France, de résorption de l'hébergement en hôtel, qui est un truc qui a été créé en urgence, qui fait vivre des hôteliers plus ou moins marchands de sommeil et plus ou moins vertueux. Et c'est le pire de la politique publique de prise en charge des sans-abri, l'hôtel. Je ne peux vous dire que cela. Les centres d'hébergement sont des endroits où vous pouvez rester, pour ceux qui sont baptisés centres d'hébergement et de réinsertion sociale, plusieurs mois, jusqu'à 2 années, et où on s'occupe de la scolarisation des enfants avec un accompagnement social de qualité, ce qui n'est pas le cas dans les hôtels sociaux. Ça coûte une blinde et c'est problématique pour tout le monde. Sauf pour 2 choses. 1, ça permet de répondre rapidement, et 2, maintenant ça devient un marché conséquent. Bonjour, Fabienne Boudet, ancienne maraudeuse dans le quartier, plutôt de l'autre côté du métro. Il faut que vous disiez à ceux qui ne savent pas ce que c'est que maraudeuse, parce qu'ils vont se demander. Maraudeuse, maraudeuse, ça veut dire qu'on se promène dans la rue avec du café ou différentes choses dans le sac à dos, et qu'on va dire rencontrer les gens qui sont finalement en pleine solitude. Donc juste une petite chose que je voulais quand même rajouter, c'est que si vous avez l'occasion de rencontrer régulièrement, demandez-leur leur prénom et dites bonjour Philippe, bonjour Albert ou bonjour, parce qu'ils sont très contents qu'on les reconnaisse par leur prénom. Donc, juste dans les constats, j'étais d'accord avec tout ce que vous dites. Je pense que le français est très gentil et très généreux. Et c'est pour ça que nous en avons beaucoup. Car il y en a beaucoup qui partent à l'étranger, à Londres, en Italie ou chose, et qui reviennent, entre autres, à Paris, qui est la ville la plus généreuse. Je crois qu'il y a aussi l'histoire de la liberté. Qu'on n'oblige pas en France les personnes à aller dans des logements ou à l'hôpital. Dernièrement, nous avons eu le cas d'une femme qui était tout à fait comme vous et moi, qui a complètement, excusez-moi l'expression, pété les plombs. Ils ont fini par l'emmener à l'hôpital parce qu'en fait, elle s'abîmait elle-même. Et le SAMU psychiatrique ne peut intervenir que dans ces cas-là. Voilà, c'était la liberté. Puis bon, il y aurait plein de choses à dire, mais ce sont des constats qu'on rencontre continuellement. Bonjour, François Jolivet, délégué aux écosystèmes territoriaux dans un département. Je suis très dubitatif sur votre proposition concernant la décentralisation, à la lumière notamment de la réticence des élus locaux sur des sujets comme les mineurs non accompagnés, l'élévation des dépenses sociales sur le RSA et autres. Vous dites sur le RSA ? Dépenses sur le RSA et autres dépenses sociales. Je pense que les élus n'ont plus guère envie aujourd'hui de se voir confier ce type de charges. Donc ne faut-il pas inventer une autre gouvernance où vous remplacez décentralisation par subsidiarité et proximité, des approches beaucoup plus hybrides, que de vouloir confier à des élus locaux qui sont très réticents ces nouvelles compétences. Merci de votre point de vue. Non mais je conçois votre intervention
confirme ce que j'évoquais, et le confirme bien, hein, c'est que les élus locaux ne veulent pas de ce type de compétences. Combien il est facile de dire « c'est pas moi, c'est ma sœur », ce qui n'est pas le cas en matière de ramassage des déchets, c'est eux qui en sont responsables. Mais il y a d'autres dossiers sociaux sur lesquels les élus locaux aujourd'hui seraient partisans que les problèmes sociaux soient mieux gérés, mais ils ne veulent pas de la responsabilité intégrale du dossier. C'est un dossier plus sympathique, celui de l'accueil de la petite enfance, par exemple. L'accueil de la petite enfance, la France est plus ou moins bonne, dépense, tout ce qu'on veut, l'accueil de la petite enfance, c'est les crèches, etc. Il n'y a aucune compétence territoriale en la matière. Moi, je pense que si on veut améliorer cela, il faut également donner une compétence aux élus locaux, aux collectivités territoriales, qui évidemment n'en veulent pas. Donc, ce que vous soulignez, c'est le fait que c'est extrêmement compliqué. Votre position, c'est de dire qu'il faudrait une gouvernance plus hybride, etc. Là, le mot à la mode qui va ressortir, parce que je l'ai vu dans les documents là, qui vont sortir sur le nouveau plan de lutte contre la pauvreté, c'est dire on va donner le chef de fila. Donc tout le monde est content. Oh, bah, tiens, on ne leur donne pas une compétence. Tiens, on n'a pas de compétence, on a le chef de fila. Donc comme ça ne veut rien dire, tout le monde est content, quoi. Non, mais pardon, je taquine, pas pour envoyer le truc. Je pense qu'il faut creuser à fond cette idée de la décentralisation, et ce n'est pas parce que les élus locaux n'en veulent pas qu'ils veulent qu'on ne doit pas le faire. Alors évidemment, c'est compliqué de le faire contre eux, si on doit être concret. J'observe vraiment très bêtement que c'est dans les pays les plus décentralisés, ou en tout cas c'est dans les situations les plus décentralisées de cette politique, que ça semble le moins inefficace. Voilà, c'est tout mon sujet. Et alors, évidemment, quand vous en parlez à l'échelle nationale, surtout que très généralement, à la tête des politiques, c'est des préfets, ils sont là, pourquoi décentraliser ça? Les élus locaux sont là en train de dire, j'en veux pas. Et on se trouve dans notre situation qui, elle, est un peu hybride, de beaucoup de pognon, beaucoup de demandes et beaucoup de critiques. Et est-ce que le levier n'est pas le pouvoir de police du maire? Pouvoir de police du maire sur... il a plusieurs pouvoirs de police. Il a le pouvoir de police de l'insalubrité, par exemple. Il a la tranquillité publique. Mais ce n'est pas sur ces motifs qu'on agit aujourd'hui en direction des sans-abri. C'est un peu le cas sur les bidonvilles, qui est un autre sujet. Mais là encore, s'il a des responsabilités de police en la matière, il n'a pas les moyens d'agir. Il n'a pas de pognon. Hein. Oui, donc Marc de Basquiat, je vais juste clarifier un petit point, comme Julien a eu la gentillesse de me désigner. Ça devait commencer. Il m'a traité de clochard quand même. C'est amical. Donc, on fait le clochard ensemble à Montréal il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc, non, juste pour dire que sur le revenu d'existence, qui est mon sujet, donc là, l'idée, c'est que chaque être humain sur les territoires ait 16 € pour se nourrir. Voilà, c'est rien de plus, rien de moins. 16 € par jour pour chaque personne, c'est 15% du PIB. Je fais la parenthèse, on parle que de ça, et ça ne résout pas tous les problèmes. Voilà, on se nourrit. Non. Et par contre, le sujet du logement, c'est pour moi le sujet numéro 1 d'ailleurs. Avant se nourrir, il faut être logé, ce n'est pas logé. Bon. Et j'étais il y a 2 jours à une conférence organisée par France Stratégie sur le sujet, un grand truc. Oui, à l'UNESCO. Ouais. À l'UNESCO, et 500 personnes, c'est magnifique. Bon, et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est à quel point on voit que toutes ces instances réfléchissent sur des méthodes techniques, sur comment mesurer ci, mesurer ça, améliorer ci, améliorer ça. Et finalement, il y a une question dans la salle à la fin, c'est pas moi, qui disait, finalement, c'est quoi le choix démocratique de tout ça, quoi? Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup ce bouquin que j'ai lu, quand il est sorti. J'ai lu forcément, j'aime beaucoup. Et donc, de poser une décision démocratique, nous voulons qu'il n'y ait plus de SDF en France, c'est une décision. Et après, je ne dirais pas que la tendance suivra, ça c'est compliqué, évidemment, on l'a vu. Mais il faut commencer par le décider. Et en France, je crois qu'il y a beaucoup de cas où on discute à l'infini, mais on ne décide pas un objectif. On ne discute pas. Et ça, c'est pour moi, ça invalide beaucoup de nos actions. Donc merci beaucoup pour ce livre. Oh, il est gentil, Marc. C'est mon agent. Voulez-vous rajouter quelque chose? Non, mais il a raison, c'est un livre excellent. Peu coûteux d'ailleurs, mais sans presque de droit d'auteur, donc vous pouvez y aller. Pardon. Philippe, d'abord j'ai juste une remarque par rapport aux 16 €. J'avais lu une fois que les revenus de la Manche c'était entre 5 et 6 € de l'heure. Je ne sais pas si c'est un chiffre que vous confirmez. Ouais. Ma question c'était, alors vous avez cité le chiffre de la préfecture de 100 000 personnes qui sont hébergés, logés. Ouais. Hébergés chaque nuit, c'est absolument colossal. Ouais. C'est la taille d'une ville entre Levallois et Montreuil. Ah, oui. Par ailleurs, vous avez évoqué le cas de Madrid avec ses bidonvilles, et Jean-Claude y a fait allusion aussi. En fait, on voit aussi se développer une littérature sur
les avantages des bidonvilles, notamment en termes d'écologie, enfin que ça pourrait redevenir une solution envisageable. Est-ce qu'on doit se résoudre à voir s'installer aux alentours de Paris une zone qui soit un petit peu accompagnée ou aménagée, qui permettrait de résorber une partie de ces sans-abri? Sur les revenus de la mendicité, il y a plein de trucs qui sortent. J'ai jamais vu une étude sérieuse là-dessus. Sinon, des trucs aux États-Unis où ils avaient été suivre des cohortes de mendiants, etc., de près de loin, demandant combien ils gagnaient. Donc, en réalité, il y a différentes formes de manches. Nous sommes les uns les autres plus ou moins apitoyés par tel ou tel, ou sollicités, ou acceptant la sollicitation de plusieurs de différentes marches. Enfin, il n'y a pas de chiffre, quoi. Vraiment là. Alors souvent, l'argument c'est regardez ça, il y a une fortune. Puis deux, moi je lui donne pas de sous, je lui amène un sandwich, il a dit qu'il avait envie de manger. Et puis il mange pas le sandwich, sale pauvre. On serait pas en train de lui dire prends le nez, mange le sandwich, et puis je te donne pas de sous. Non, ce que je veux dire par là, c'est que ceux qui pensent que la mendicité est une activité lucrative ont qu'à essayer, quoi. Voilà, c'est un peu facile, donc en plus de renvoyer ça, mais sur les chiffres, il n'y en a pas, quoi. Voilà, vraiment là. Et la seule chose qui est vraie, c'est que c'est d'une dispersion considérable, quoi. Une dispersion absolument considérable. Le monsieur totalement déchiré par l'âge, par l'existence, etc., qui sait quand même qu'en allant à Saint-Leu à telle heure, il y aura les paroissiens qui donneront un peu de sous, ils ne gagnent pas gros, quoi. D'autres malins, quand même, savent évidemment plus apitoyer. Enfin, c'est la logique. Hein. Donc ça, je rien sur la mendicité. Oui, sur les bidonvilles, c'est un autre dossier, ça j'aime bien, là. Alors d'abord, je pense que l'objectif zéro bidonville est en soi aussi un bon objectif pour les pays riches, et singulièrement pour la France. Parce que là, j'avais fait une sorte de tour du monde des bidonvilles, là, de l'Inde au Brésil, en passant par l'Afrique du Sud ou le Kenya, il y a de quoi raconter. Et là, je fais une sorte de tour d'Europe des bidonvilles. Alors, pardon de le faire ainsi, mais pour un peu sourire et être caustique, c'est très décevant, mon tour d'Europe des bidonvilles. Non mais vraiment, c'est-à-dire que de Gdansk à Madrid, en passant Rome un peu mieux dotée, Bruxelles un peu mieux dotée, si j'ose dire, Londres que j'évoquais là, ou encore Copenhague, ça n'existe pas. Voilà. Alors Madrid, il y a un truc historique autour de Madrid. Barcelone, il n'y a absolument aucune situation de ce type. Si par du bidonville, on entend des regroupements importants avec des habitats de fortune. La France, qu'il s'agisse de Paris ou de Lyon, là, est encore dotée de pas mal de problèmes qui sont nés de l'approfondissement de l'ouverture des frontières, c'est l'expression que j'employais, depuis une quinzaine d'années. La question que vous posez, c'est sur, oui, l'espèce de célébration romantique des bidonvilles. Dans le cas des pays du Sud, où vous trouvez des parties de villes avec des centaines de milliers d'habitants, donc vous avez plusieurs fois Montreuil ou le Valois qui peuplent Dharavi, qui est un des plus gros bidonvilles de Mumbai, je suis le mec qui connaît, de Kibera, qui est un des plus gros bidonvilles de Nairobi. On ne peut pas avoir le seul regard misérabiliste à la française là-dessus. Moi, j'avais fait un truc pour provoquer à fond, puis ça marche bien. Je prends les 10 critères de la ville durable. Hein, tout le monde nous vend la ville durable, la ville intelligente, etc. Puis généralement, vous avez un bâtiment minéral avec plein de verdure autour, un couple blanc avec des petits-enfants souriants, il y a marqué « la vie est belle », etc. Il y a marqué « ville durable ». Bon. Prenez tous les critères de la ville durable, et en fait, vous trouvez le bidonville. C'est simplement pour provoquer. Recyclable, ils passent leur temps à recycler. Innovation, ils innovent en permanence. Bon, je vous fais pour aller vite, piétonne. Allez-y, hein. C'est pas Madame Hidalgo qui a décidé, mais ils n'ont pas de voirie. Alors, je fais pour déconner, parce que ça met l'ambiance. Mais alors, le terme à la mode, c'est modularité. Il faut changer la ville. Là, ça va à toute vitesse, quoi. Hein. Bon. Et inventivité, vous l'avez là-bas. Dans beaucoup de bidonvilles, frugalité, innovation frugale, etc. Vous avez, non mais c'est tout à fait exact. Ce sont des poumons économiques des villes. Hein. Moi, je me rappelle à Dharavi, un des types, en plus sur des démocraties là-bas. Oui, à Dharavi, donc à Mumbai, les plus grandes démocraties du monde, les élus locaux sont obligés d'y aller, de se colter le truc, etc. Et puis il explique que, moi il m'avait dit, c'était assez marrant. Il m'a dit, mais vous savez, vous prenez 100 personnes dans un pays riche, il y a au moins 2 d'entre elles qui ont une partie de leurs vêtements que l'on a confectionnés. Ce sont les ateliers du monde, quoi. Alors, il ne faut pas importer ça sur le cas de campements roms français campements roms en France, à Lyon ou à Paris, là où vous avez les cas les plus difficiles de ces questions sociales que l'on peut ramener des SDF. Là, j'étais avant-hier, c'est ça, ouais, à Lyon, pour visiter les bidonvilles. Là, c'était pas mal, chacun son truc. Hein. C'est surréaliste sur certains plans. Hein. Surréaliste, par exemple, en matière de protection de l'enfance, j'ai les photos là, que j'ai pu prendre là, mais je n'ai pas pu prendre les gamins en train de le faire. Des gamins, je crois, 7-8 ans,
qui coupaient du bois avec une hache, elle était presque plus grande qu'eux, quoi, devant des adultes qui ne regardaient pas. La protection de l'enfance agirait à fond. On prendrait une famille un peu à problème du Nord, les gamins seraient immédiatement protégés. Donc non, il n'y a pas à célébrer le bidonville tel qu'il ressurgit en France, mais dans les pays du Sud, c'est un tout autre, les pays dits du Sud ou des Suds, c'est un tout autre dossier, sur des volumes absolument considérables, et c'est d'ailleurs l'avenir des villes, hein, en partie, de mon petit point de vue. Peut-être sur ce thème, Calais, quelques commentaires sur Calais. J'y pense notamment parce qu'il y a un moment où il y a eu une solution de type bidonville à Calais qui est fini par flamber, mais bidonville un peu organisé. Est-ce que c'était pas mieux que la situation à laquelle on est en train de revenir? Non mais sur la situation de Calais, ça ne se résoudra que lorsque des dispositions qui n'ont pas grand-chose à voir avec la seule ville de Calais et la seule France seront prises. C'est-à-dire que les Anglais ont réussi à vendre le transfert de leurs frontières à Calais, entre autres choses. Deuxième chose, il y a des mouvements économiques importants qui est que des passeurs font croire à pas mal de gens un peu partout dans le monde, que des Érythréens ou Afghans qui viennent se battre d'ailleurs à Calais, qu'ils trouveront encore... malgré le Brexit, à Londres ou ailleurs en Angleterre, une vie meilleure. Donc, le sujet de Calais, c'est un sujet de coopération internationale, coopération européenne, avant d'être tout autre chose. Ce qui a été fait, c'est vrai, c'est que cette étendue, un gigantesque bidonville sous le nom de jungle, parce que je sais pas pourquoi c'est en part dans le langage d'Afghanistan, ça veut dire le bois, quoi. Et en même temps, les pouvoirs publics ont monté au sein de cette jungle un grand centre d'hébergement à la Goldorak. Vous ne pouviez y entrer qu'avec votre empreinte digitale et tout. C'était assez impressionnant en soi. Et puis ça a été démantelé pour 1000 raisons de caractère totalement insalubre, d'économie mafieuse, de danger. On pourrait en ajouter d'autres plus techniques, hein, mais en gros les prestations sociales versées, qui sont des minima sociaux, s'appellent l'ADA, allocation aux demandeurs d'asile, qui étaient versées là-bas, permettaient de financer les passeurs. Enfin donc c'était devenu un truc ingérable à 1000 titres, inhumain à tout autant de titres, c'est-à-dire donc au moins 1000. Mais sur ces dossiers aussi, il faut parfois avoir les épaules qui baissent, mais la petite solution sympathique au quotidien d'aider les gens, chacun ses trucs, l'humanité compte même dans ces dossiers, mais résoudre ce type de trucs, zéro Calais, zéro bidonville, ce sont des dispositions très importante d'européanisation totale de ça. Moi, je le dis de façon hyper provocante, parce que c'est comme ça que ça marche bien. Hein. Vous avez deux solutions. Soit vous européanisez complètement la prise en charge de nos affaires dites de migrants, qui contiennent des sujets de gestion de l'immigration légale, de gestion de la demande d'asile et de gestion de l'immigration illégale, donc ça n'est pas rien. Hein. Soit vous fermez les frontières. Le reste, c'est, je le dis très nettement comme ça, pour mettre l'ambiance, le reste, c'est un joyeux concert de pipeaux, quoi, voilà. Bon. Ayant dit ça... Chacun ses positions. Marie-Hélène Boisdin-Dubrulle, je suis conseillère au Conseil économique, social et environnemental. Et j'avais une question sur, est-ce que vous avez un retour d'expérience sur l'accueil des migrants en Allemagne dans des familles qui sont rémunérées pour cet accueil, qui semble être une solution intéressante parce que individuelle et aussi peu coûteuse par rapport à tous ces hébergements d'urgence? Oui. Sur le retour d'expérience précis, là, ça ne me semble pas être une idée mauvaise, etc., etc. La France fait beaucoup en la matière, qui est de rémunérer des familles d'accueil. C'est vrai en matière d'aide sociale à l'enfance, c'est peut-être vrai en matière d'autres types d'hébergement. Je pense un mot sur le cas allemand plus généralement, parce qu'on nous a présenté, et alors là on peut en discuter, puis il y a des gens qui sont plus spécialistes que moi de l'Allemagne, mais 2015, le grand welcome de Madame Merkel, hein, en effet, ils ont accueilli 1 million de personnes, plus d'1 million de personnes, etc., etc. Et pourquoi pas, et chacun leurs idées. Ceci prononcé. Ils n'ont pas accueilli 1 million de personnes en disant venez, c'est bon, vous restez. Ils ont accueilli 1 million de personnes dont ils ont étudié les droits au titre du droit d'asile. Et ils l'ont fait très bien, ils le font très bien. Ça a été colossal comme investissement que d'accueillir des gens qui n'avaient pas de logement, que ce soit dans des familles ou dans des centres d'hébergement ou des logements normaux, pour leur accorder ou non le statut de réfugié et d'autres petites particularités rattachées à toute la législation internationale sur l'asile. Le sujet allemand, c'est qu'ils ne laissent tout de même personne dehors. Hein, et ils ne laissent personne rester dehors. Et ils ont un sujet qui est celui des déboutés du droit d'asile. Car s'ils ont accueilli beaucoup de gens pour étudier leurs droits, ils en ont débouté des centaines de milliers. L'autre jour, le directeur de l'OFII, qui est l'Office français de gestion de l'immigration, il disait 300 000. Donc en Allemagne, ils ont eu 300 000 déboutés du droit d'asile. Alors ils ont des singularités, il y a un statut particulier qui permet quand même de rester. Vous avez entendu parler, ou vous connaissez, Porte de la Chapelle à Paris, la mairie a innové en créant une grande bulle, et avec un centre d'hébergement de 400 places derrière pour les migrants.
une partie d'entre eux, désormais, sont appelés par les autres les Allemands. Parce que ce sont des déboutés du droit d'asile en Allemagne qui viennent tenter une sorte de deuxième chance en France. C'est une partie. C'est pour redire que tout ceci est profondément européen. Pardon, et sur l'expérience des accueils en famille? Ah, mais moi, je pense que c'est une très bonne expérience. Ce que je veux dire par là, c'est que l'expérience elle-même à l'égard des migrants, l'espèce peut-être des demandeurs d'asile, pourquoi pas, je n'ai rien à dire. Je pense que ça existe déjà, que des familles d'accueil accueillent des gens dans la mouise. Ça existe en matière d'aide sociale à l'enfance, ce qu'on appelle l'ADAS. La DAS, qu'est-ce que c'est? C'est des centres d'accueil, c'est Cosette, etc. Ça ne s'appelle plus du tout de la même manière, c'est pas financé de la même façon, mais vous avez également, et même beaucoup, des dizaines de milliers de familles d'accueil qui sont payées par l'aide sociale à l'enfance pour accueillir des gamins. Donc ça existe déjà dans le droit français que de pouvoir faire de l'accueil de personnes en difficulté. Sur les migrants, c'est-à-dire en réalité sur la gestion de la demande d'asile, c'est pas fait en France. Pourquoi pas? Je suis incapable de vous dire ce qu'il en est de l'expérience précise, quoi. Séverine Durand-Gasselin, pour avancer et peut-être un jour penser pouvoir résoudre ces problèmes, est-ce que sur le modèle de territoire zéro chômeur de longue durée qui est actuellement en expérimentation dans 10 villes de France, on ne pourrait pas imaginer une même réflexion pour zéro chômeur de longue durée? Vous voulez dire zéro SDF de longue durée? Non mais je l'avais évoqué, vous avez raison, hein, les pouvoirs publics, et c'est un texte, une loi d'expérimentation, créent l'expérimentation zéro chômeur de longue durée. D'abord, je pense que sur la question zéro SDF, il ne faut pas distinguer ceux qui pourraient être bénéficiaires d'un objectif de prise en charge intégrale du dossier selon qu'ils ont passé 6 mois, 1 an dans ces difficultés. De surcroît, sur ces affaires qui ne sont pas les mêmes que de chômage, si on fait ça que dans 10 départements pour montrer qu'on y arrive, vous allez avoir des problèmes de passage d'un département à l'autre. Mais l'objectif est très bon. L'objectif est très bon pour les chômeurs, mais pour les sans-abri, vous savez, c'est quand même, la plupart des sans-abri sont d'une part rattachés à un territoire, leur écosystème local, et d'autre part, une autre partie de la population est extrêmement mobile, quoi, dans la diversité des profils de ces situations.